machiavélique. Donc voilà. Donc l'heure est venue d'entendre François Seguin, donc qui est conservateur du patrimoine, responsable de la collection médiévale et des objets d'art au musée de Picardie. François est donc notre interlocuteur numéro 1 au sein du musée de Picardie avec Laure Dallon, sa directrice, dans le cadre donc de cette carte blanche INHA et j'irai plus généralement dans le cadre des divers projets qui unissent le département d'histoire de l'art de l'université de Picardie et le musée, puisque donc François et Laure sont arrivés depuis peu à la direction du musée et cela a insufflé une nouvelle dynamique dans les relations entre nos deux institutions. Cette carte blanche en est un exemple et nous avons bon espoir de mener d'autres projets ensemble. À vrai dire, je pense que ça se fera. Et donc je tiens vraiment à insister là-dessus, sur le fait que tout cela n'est possible que grâce à des volontés individuelles et à à une bienveillance aussi de la part de cette direction du musée. Et les partenariats entre les universités et les musées ne sont pas toujours des choses évidentes. Mais grâce à toi et à Laure et au reste de l'équipe, tout ça est fort possible. Donc merci beaucoup. Et donc François aujourd'hui va nous parler plus spécifiquement du legs Maignan. Il s'agit ici de faire un lien en fait entre ces deux journées d'études. Il va retracer l'histoire de la présence en fait de cette collection au sein du musée, donc d'hier à aujourd'hui. Question vraiment très centrale, puisque le legs Maignan la collection Maignan, une partie de la collection Maignan va faire l'objet d'un traitement particulier au sein de la nouvelle muséographie. Je te laisse nous en parler. Merci. Alors oui, effectivement, même si la collection Maignan a été bien étudiée lors de la première journée d'études, il nous semblait intéressant de s'y attarder encore un peu aujourd'hui pour l'envisager comme un véritable objet muséographique et de réfléchir de voir et de réfléchir à la manière dont elle a été présentée, tout ou partie ou pas du tout, depuis son entrée au musée de Picardie, et surtout de montrer à quel point cette question est centrale dans notre réflexion de ce que sera le musée de Picardie à sa réouverture dans un peu plus d'un an. Et ce, dans un contexte quand même de regain d'intérêt pour toutes ces grandes collections qui ont fondé les différentes institutions à travers le pays. Donc je ne vais pas vous présenter la collection Maignan par le menu, parce que ce n'est pas vraiment l'objet, vous la verrez au fur et à mesure. Je vous rappelle simplement que le legs est consenti à la mort d'Albert Maignan en 1908. Les collections arrivent au fur et à mesure, d'abord en 1927. Donc il y a un temps relativement long entre le legs et la mise en place véritable de la collection. Et enfin, la totalité de la collection finit par intégrer le musée en 1947 à la mort de son épouse, Louise Maignan-Larivière, complétée par les œuvres de la famille de Louise Larivière, donc les œuvres de son père, le fonds d'atelier de son père. Et donc cette collection Maignan est de manière, évidemment, est accompagnée le legs est accompagné d'un certain nombre de conditions, et je vous propose justement de voir à quel point ces conditions ont été déjà énoncées, puis respectées, ou justement, d'une certaine manière, bafouées, ou du moins mises de côté, pour aboutir à la situation actuelle. Et voilà. Donc déjà, comme vous n'êtes peut-être pas tous des familiers du musée de Picardie, je vais vous resituer le musée de Picardie lui-même. Donc les collections du musée de Picardie, donc vous avez une image ici de la construction, proviennent de plusieurs sources principales. À l'origine, on a des collections municipales d'archéologie et de beaux-arts, donc essentiellement des tableaux déposés à l'occasion de la signature de la paix d'Amiens au début du XIXe siècle. Les collections archéologiques de la Société des antiquaires de Picardie, qui, comme le disait Arnaud Bertinet, a fondé le musée et a donné la totalité à la ville d'Amiens. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un nombre d'envois de l'État de peinture et de sculpture tout à fait considérable, qui en font un des grands musées de beaux-arts à l'orée du XXe siècle. Donc à l'origine, musée Napoléon. Je vais un peu revenir sur la manière dont il est organisé, parce que la géographie du musée, en tout cas le bâtiment lui-même, est vite plein et vite saturé, ce qui explique notamment le traitement de la collection Maignan par la suite. Donc le musée est organisé en 2 étages. On a d'abord un rez-de-chaussée, donc là je vous montre quelques gravures extraites de la France Nouvelle Illustrée.
Donc un rez-de-chaussée consacré aux antiquités et à la sculpture. Vous voyez en haut à gauche la fameuse chapelle consacrée aux antiquités religieuses et ensuite les antiquités d'abord véritablement antiques, puis médiévales, grecques, etc. Jusqu'à la sculpture dans l'image que vous avez en bas à droite. Vous avez ensuite un étage consacré à la peinture, donc de la peinture contemporaine. Ensuite, vous avez des grands espaces d'apparat. L'escalier d'honneur, où on voit le grand tableau de cour fameux qui représente les antiquaires portant justement les plans du futur musée au couple impérial, et la grande galerie qui a des noms variés, donc actuellement on l'appelle la galerie du Dôme, ornée des toiles de Puvis-Chavannes. Le bâtiment, à l'origine, est organisé autour d'une grande cour centrale. Et là, vous le voyez, et l'arrière du musée est laissé libre. Il est occupé par un grand jardin qui est lui-même un lieu d'exposition de sculptures, de canons, de margelles de puits, enfin de toutes sortes de choses un peu disparates qui retranscrivent la vie de la ville et de la région. Mais malheureusement non, heureusement à vrai dire, l'espace d'exposition devient vite exigu et on décide de l'agrandir très rapidement pour accueillir les donations de l'État, les envois de l'État toujours plus nombreux. Donc la cour intérieure est comblée pour laisser place au fameux grand salon dont vous avez ici une image à la fin du 19e siècle, qui est bâti entre 1887 et 1890. Et donc, à l'orée du XXe siècle, le musée est un quadrilatère plein, présentant une très riche collection qui est encore venue s'enrichir de dons, notamment de la collection des frères Lavalard, qui est une collection de tableaux anciens très importante. Et le musée de Picardie est devenu tout à la fois le petit Louvre de province rêvé par les antiquaires de Picardie et une annexe du musée du Luxembourg, exposant les artistes vivants de la Troisième République au sommet de sa gloire. Et c'est dans ces conditions, et avec un musée déjà largement plein, qu'intervient le legs de la collection Maignan. Là, je vais vous présenter plus spécifiquement la manière dont Maignan s'est approché du musée et les conditions qu'il a fixées à sa générosité. Donc en fait, c'est essentiellement et au début grâce aux envois de l'État que Maignan entre en relation étroite avec le musée amiénois. Relations qui deviennent de plus en plus étroites au point de le conduire justement à ce geste généreux envers une ville avec laquelle il n'a aucune attache familiale, chose relativement originale parce que lui vient plutôt de la région du Mans. Et c'est notamment parce qu'en 1892, le musée de Picardie accueille et accroche en présence du peintre son chef-d'œuvre et une de ses créations les plus personnelles, les Voies du Tocsin. Là, je vous montre une vue du tableau restauré qui sera raccroché l'an prochain dans le grand salon du musée. Donc Maignan est très touché de l'accueil qu'il reçoit à Amiens parce que le tableau a été refusé par différents musées. Donc en fait, il éprouve déjà un certain soulagement et puis surtout une grande amitié pour Amiens qui reçoit sa toile avec vraiment beaucoup d'intérêt. Et il se félicite notamment de l'avoir accroché dans le grand salon. Aux côtés d'œuvres, et notamment d'une œuvre de son ami intime. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Non, je me doutais que vous ne verriez pas grand-chose. Enfin, on la devine un peu à droite. Et à gauche, vous voyez un des chefs-d'œuvre d'un ami et de son témoin de mariage, Jules Lefebvre, la grande Lady Godiva, que vous avez ici au centre, qui est une des toiles emblématiques du grand salon. Et donc Maignan Maignan, qui est un homme très sensible, développe un lien d'affection tout particulier avec la ville d'Amiens, au point qu'en 1905, il rédige son testament qui scelle le destin de sa collection et de son fonds d'atelier, faute d'un héritier à qui confier l'ensemble de ce qui représente toute sa vie, en fait, une vie acharnée au labeur et tout entière tournée vers les arts. Donc je vous lis un extrait assez important du testament, mais qui est fondamental pour le propos. Donc il s'exprime en ces termes: « Je lègue à la ville d'Amiens la totalité des objets antiques et de curiosités, émaux, statues, orfèvreries, vitraux, etc., formant ma collection tels qu'ils seront au moment de mon décès. Mais je réserve l'usufruit de ces objets au profit de ma femme Louise Larivière. La ville d'Amiens devra accepter les conditions suivantes. Tous ces objets devront être exposés au musée de Picardie dans une ou plusieurs salles spéciales. La collection portera mon nom. On pourra y adjoindre les objets que ma femme Louise Larivière pourrait léguer en son nom personnel. Les salles contenant cet ensemble s'appelleraient alors Salle Maignan-Larivière. Les objets seront classés suivant leur nature, antiquités préhistoriques, romaines et grecques, terre cuite, vases, etc., objets du Moyen-Âge, émaux, orfèvrerie, bois, tapisseries, vitraux, etc.,
Les objets provenant de Picardie seront ou classés à part ou désignés d'une façon spéciale. Les étiquettes seront placées pour déterminer l'intérêt spécial à chaque objet. Un catalogue sera rédigé et imprimé. Je lègue aussi à la ville d'Amiens, avec la même réserve d'usufruit au profit de ma femme et aux mêmes conditions que ci-dessus, la totalité de mes tableaux, études, esquisses et dessins qui se trouveront en ma possession au jour de mon décès. Ces tableaux et études seront placés dans des salles attenantes ou à celles où seront exposées ma collection de curiosités. Ma femme, ou à défaut mon exécuteur testamentaire, désigneront un artiste de mes amis qui se mettra en rapport avec la municipalité d'Amiens. Cet artiste classera mes tableaux, études ou dessins, décidera ceux qui peuvent être exposés en faisant honneur à mon nom. La ville d'Amiens et la commission du musée devront se conformer à son avis et s'engageront à accepter son jugement qui sera sans appel et à admettre les éliminations au groupement qu'il jugera à propos de faire. Tous les objets de curiosité, tous les tableaux, études, etc. devront être installés dans le musée de Picardie après un délai qui n'excédera pas 6 mois, à moins de constructions spéciales que nécessiterait l'installation de la collection. Maignan précise par la suite que si Amiens refuse, Angers est désigné pour recevoir ce legs, donc on voit que là pour le coup il se rapproche de sa région d'origine, mais qu'a priori Amiens a sa préférence naturellement. Et enfin, il rédige un codicile en 1908, quelques mois avant sa mort, et il dit « Par ce codicile, je confirme les dispositions de mon testament de 1905 et les codiciles annexés, sauf toutefois les dispositions suivantes. Une somme de 100 000 francs nets de tout droit sera remise à la disposition de la ville d'Amiens pour l'installation de mes collections. » Donc on voit que les dispositions testamentaires donnent des instructions quand même relativement précises pour la présentation de cette richissime collection, parce qu'il faut imaginer quand même que c'est une collection de centaines d'œuvres, notamment si, en incluant le fonds d'atelier, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc il souhaite, comme je l'ai lu à l'instant, une salle spéciale, un classement par technique, par provenance ou par datation, des cartels, un catalogue. Et le fonds d'atelier, on le voit à l'origine, n'a pas vocation à se mêler aux collections d'objets, mais doit la compléter un peu plus loin. Et Maignan envisage, d'ailleurs de manière assez contradictoire, un délai très bref entre son décès et l'ouverture des salles au musée de Picardie, ce qui est assez contredit par le fait que Louise Maignan conserverait l'usufruit. Alors peut-être qu'il espérait mourir peu de temps, ou même après son épouse, ça l'histoire ne le dit pas, mais la réalité sera tout autre, parce qu'elle lui survit près de 40 ans. Donc évidemment, ça remet en cause une bonne partie de ses dispositions. Et le destin précipite un peu les choses, car Maignan s'éteint en septembre 1908 à l'âge de 62 ans, donc 3 mois après avoir rédigé le codicile que je viens de vous lire. Et Louise Larivière devient donc, d'une part veuve, et d'autre part responsable moralement de l'exécution des volontés de son défunt époux, et surtout une veuve, comme on aimerait tous en avoir, confite en dévotion pour son époux, qui passera en fait les 4 décennies suivantes qui lui restent à vivre à tout faire pour honorer la mémoire de son mari, quitte, vous le verrez un peu plus tard au fil de mon exposé, à s'arranger un peu avec les conditions du legs. Donc évidemment, la ville d'Amiens accepte avec beaucoup de gratitude le legs et les 100 000 francs, et il devient malgré tout très vite évident que la collection ne pourra trouver place dans un musée déjà largement saturé, malgré un agrandissement pas si ancien que ça. Et donc, on s'oriente très vite, évidemment, vers la construction d'un espace dédié à la collection Maignan. Donc, le musée occupe une parcelle dont à peu près la moitié est encore libre. Donc là, je vous montre une photo plus ancienne de la construction du musée, mais c'est pour vous montrer que voilà, la façade arrière, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et on décide donc assez naturellement d'élever un pavillon à l'écart du musée, mais relié à lui, pour accueillir cette collection, et des plans sont vite dressés par l'architecte municipal Narcisse Vivien dès 1910. Là, je vous montre 3 plans, donc une vue de côté, une coupe, où on voit l'aménagement des salles, et une vue de dessus, où on voit une salle principale et 2 salles latérales, donc disposition qui existe naturellement toujours. Et ce pavillon reprend le rythme de la façade avec un jeu de briques polychromes d'ailleurs assez intéressant à l'arrière du musée. L'adjudication de Dello se fait dès 1911 et la construction débute très vite pour s'achever, pour ce qui concerne le gros œuvre, en 1915. Donc on voit que les choses vont relativement bon train après la mort de l'artiste. Alors malheureusement, évidemment, la guerre rend totalement impossible l'achèvement du projet et l'installation de la collection Maignan dans le pavillon. Et après l'armistice de 1918, le musée de Picardie a fort à faire. Il faut rapatrier toutes les œuvres mises à l'abri peu de temps auparavant. Il faut aussi et surtout penser les plaies infligées au bâtiment, parce
parce que je vous rappelle qu'une torpille est venue défigurer l'arrière du musée. Donc là, vous avez un salon d'encre totalement éventré et donc détruire par la même occasion une partie des collections qui étaient exposées. On devine d'ailleurs déjà, on devine le pavillon Maignan sur la droite, qui a déjà son aspect actuel pour ce qui concerne l'enveloppe extérieure. Et donc l'installation de la collection Maignan n'est pas du tout une priorité. En revanche, le fait qu'Albert Rose prenne la tête du musée donne un tour nouveau à ce projet. Donc là, je vous montre cette photo assez anecdotique mais amusante. On voit Albert Rose au milieu, les mains dans les poches, et autour les agents municipaux qui savent faire accrocher des tableaux dans le grand salon. Donc Albert Rose se rapproche de Louise de la Rivière et entame une correspondance qui dure en fait jusqu'au départ à la retraite de Rose en 1943, et noue de vrais liens d'amitié avec Louise de la Rivière. Et donc en fait le projet de l'établissement de la collection Maignan devient leur projet en quelque sorte. Ils forment un nouveau couple au service de la mémoire d'Albert Maignan. Et Louise Maignan fait d'incessants voyages entre Paris, Saint-Prix dans le Val d'Oise et Amiens pour faire un vrai travail de fond sur la collection et surtout travailler avec Albert Rose à son installation. Alors malheureusement, l'installation prend un retard assez considérable parce que les travaux se poursuivent au musée, et on a encore mention dans leur correspondance qu'en 1925, des ouvriers utilisent encore la salle Maignan comme espace de transit. Et l'accrochage ne peut débuter que relativement tard. Donc là, je vous montre Louise Maignan-la-Rivière avec un des élèves de Maignan, parce qu'elle est quand même le protagoniste central de toute cette histoire. Et ce n'est qu'en février 1926 qu'Albert Rose, au cours d'une séance de la commission administrative du musée, définit véritablement l'esprit qui les guide tous les deux. Donc je vous lis un bref extrait de cette commission. « Nous attendons aussi, non sans impatience, de pouvoir offrir à la collection Maignan, riche entre toutes, un cadre digne d'elle, c'est-à-dire, pour répondre aux vœux du maître, de la présenter en donnant au public l'impression qu'il entre dans l'atelier du peintre, au milieu de toutes les choses qui lui furent chères et familières, comme s'il venait de les quitter. » On voit qu'en fait, en 1926, on est très loin des conditions de 1905, parce que Maignan n'a jamais demandé à ce qu'on reconstitue son atelier, et il ne voulait pas spécialement créer un pastiche de son environnement familier. Et donc là, on peut voir que cette inflexion, on peut imaginer que cette inflexion est largement le fait de Louise Maignan, et que Rose a certainement, peut-être par amitié pour elle, et peut-être aussi parce que le projet l'intéresse, scénographie cet espace pour en faire une sorte de maison d'artiste avant l'heure. À vrai dire, on imagine assez volontiers que c'est Louise Maignan qui vit, comme je vous le disais, dans le culte total de son époux, qui recrée son univers familier à elle au musée de Picardie pour faire vivre et survivre la mémoire de son époux. Alors, malgré tout, cette déclaration et le travail commencé par Rose et Louise Maignan prend un tour nouveau en mai 1926, car Louise Larivière accepte de déposer une partie importante de la collection en conservant l'usufruit, malgré tout. Et donc, à partir de là, des transports d'œuvres confiés à la maison Chenu, déjà à l'époque, sont organisés entre l'atelier de la rue La Bruyère, la villa de Saint-Prix et le musée de Picardie, durant plusieurs mois, entre février et juin, et l'installation des collections débute véritablement à la réception des œuvres. Donc la salle, pour ce qui concerne son décor, est achevée en août 1926, donc vous voyez que c'est quand même très tard, et la mort de Carpeaux, le grand tableau que vous avez au fond sur cette image, est déposé à Amiens par l'État grâce à l'entremise de Louise Maignan et accroché en septembre. Et la salle, à partir de ce moment-là, commence véritablement à accueillir les collections. Donc on voit plusieurs objets qui font partie de la notion, qui sont assez anecdotiques, comme par exemple cette grille qui ferme l'espace et qui provient de Saint-Prix, qui est posée à l'entrée du pavillon pour véritablement scinder le musée de Picardie de la salle Maignan-la-Rivière, et qui donne à cet espace un air de sanctuaire encore plus affirmé. Et donc la salle Maignan-la-Rivière se transforme petit à petit en mausolée, élevé à la gloire de l'artiste par son épouse et par le conservateur de l'époque. Alors, je vous passe les détails, mais plusieurs travaux ralentissent encore l'avancée du chantier, et c'est finalement au printemps 1929 qu'on cherche une date d'inauguration, parce que la salle est enfin terminée, 21 ans après la mort de l'artiste, et l'inauguration a lieu le 26 juin.
Voilà, je vous lis encore une fois une citation relativement longue, mais vraiment très éclairante, de l'adjoint aux Beaux-Arts de la ville d'Amiens, qui, semble-t-il, a vraiment saisi l'esprit qui a guidé cette installation. Donc il dit « Aujourd'hui, dans le superbe cadre que vous avez choisi vous-même étant Louise Maignan, à l'arrangement duquel vous avez apporté ces soins minutieux, ces intentions délicates, cette piété touchante dont on entoure de chères et précieuses reliques, il nous est donné de contempler l'œuvre du maître et les objets d'art, les choses riches et rares qu'il avait patiemment collectionnées et auxquelles reste comme attaché un peu de son cœur. Cette salle qui porte les noms de nos généreux donateurs, celle Maignan-la-Rivière, et qui renferme toutes ces richesses artistiques, nous est désormais ouverte. À partir de ce jour, elle devient un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui aiment le beau, le beau exprimé avec le plus de sincérité et de sentiment. Les générations qui suivront y viendront à leur tour, non moins empressées et non moins heureuses de goûter d'ineffables émotions d'art, et c'est ainsi que la si légitime renommée d'Albert Maignan continuera de lui survivre et de grandir avec le temps, qui revêt les belles choses de la majesté des chefs-d'œuvre. Cette salle, dont la belle ordonnance et l'harmonieux ensemble révèlent le goût averti de notre très distingué conservateur et la main pieuse qui a présidé à tous les détails, cette salle qui reproduit presque fidèlement l'image de l'atelier familial de la rue La Bruyère, sera pour vous, madame, une sorte de sanctuaire où vous aimerez venir vous recueillir, revivre les souvenirs qui le peuplent et s'attachent à tout ce qu'il renferme, évoquer les traits et la pensée du maître, en un mot communier avec son âme. Vous aurez ainsi la douce et consolante illusion de le sentir près de vous, de le voir vous sourire et, alors, si vous est donné de lire dans nos cœurs, tout rempli d'une infinie gratitude, vous y verrez gravé le nom de notre illustre et généreux bienfaiteur, uni au vôtre comme vous l'avez été dans la vie. Alors, mis à part le côté un peu ronflant des discours des années 30, c'est véritablement une déclaration assez surprenante d'ailleurs, parce qu'on a vraiment l'impression que Louise Maignan a accompli le but de sa vie, qui est de reconstituer sa vie en dehors de ses propres murs pour la faire perdurer au-delà de la mort. Et c'est d'ailleurs assez étonnant et tout à fait en contradiction avec ce que nous disait Maignan dans son testament. En vérité, même si on voit qu'il est répété fréquemment que la volonté est de recréer l'atelier, ce n'est pas véritablement le cas, parce que là je vous montre une photo de l'atelier, vous voyez qu'il est quand même déjà extrêmement plein, même s'il est évidemment scénographié à loisir. Et dans le pavillon Maignan sont absents un certain nombre des objets qui faisaient une partie de l'originalité de l'atelier, donc par exemple la chaise à porteur qu'on voit ici. Et dans le pavillon Maignan, rien n'évoque non plus un intérieur particulier, il n'y a ni meuble, ni chevalet, ni mise en scène d'une véritable vie. Donc au contraire, c'est un espace muséographié qui reprend certes une partie des éléments de l'atelier, mais en les disposant autrement, et sont mêlés œuvres antiques sous vitrine, œuvres médiévales, qui d'ailleurs en général ont une vocation assez ornementale et pas véritablement classée, ni par école ni par chronologie, et objets de curiosité divers et variés, au milieu desquels prennent place les œuvres de Maignan. Donc là je vous en montre et de la Rivière, je vous en montre plusieurs vues. Et alors là, pour le coup, on est en contradiction avec ce que disait Maignan, qui ne prévoyait pas que ces œuvres soient exposées aussi près des objets. Donc peut-être ce qui recrée l'atelier dans l'esprit des contemporains, c'est vraiment ce voisinage et ce dialogue permanent entre les œuvres de Maignan et les objets qui l'entouraient, qui pour certains l'ont inspiré. Ce qui est véritablement respecté, c'est l'accrochage et le goût du collectionneur, avec évidemment des collections organisées de manière logique, mais également un aspect esthétique important et des rapprochements éloquents qui ont leur place dans ces vitrines, dans les vitrines de son atelier. Un exemple parmi d'autres assez éloquent, certaines vitrines sont recomposées véritablement à l'identique et Rose et Louise Maignan retranscrivent exactement la vision de l'amateur éclairé, mais c'est aussi celle de l'homme du 19e siècle, qui aimait, comme vous le voyez, les vitrines assez surchargées avec des jeux de symétrie constants. Donc là, je vous montre par exemple cette vitrine avec des objets médiévaux de toute période, des œuvres grecques et égyptiennes. Et en l'occurrence, les répliques des vitrines de la rue La Bruyère sont parfois exactes au point qu'on ne puisse pas dire si là la photographie a été prise à Amiens ou à Paris. Je vous montre par comparaison la même vitrine à Paris, rue La Bruyère, et sa réplique à Amiens. Donc on voit d'ailleurs qu'elle est posée de manière un petit peu étrange et un peu artificielle dans cet espace beaucoup plus vaste. Donc là, c'est vraiment un effet
pastiche, ou en tout cas de reconstitution, jusqu'au petit napperon et à la tapisserie qui orne le fond de la vitrine. On voit que c'est une volonté délibérée de Louise Maignan qui s'applique à reproduire scrupuleusement cette mise en scène. Elle s'aide de cahiers d'inventaire qu'elle rédige elle-même, avec des photographies des vitrines, et elle note, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, mais elle note cette mention, cette vitrine a été réinstallée intégralement au musée d'Amiens. Ici, même chose, elle note, cette vitrine a été réinstallée intégralement au musée d'Amiens, les objets exposés dans les mêmes dispositions que dans l'atelier de Paris. Donc on voit que vraiment, ce qui lui tient à cœur, c'est de reconstituer sa maison. Après l'inauguration de la salle, le couple Rose, parce que Madame Rose a aussi un rôle important, elle est secrétaire de son époux et surtout son assistante au quotidien. Donc le couple Rose et Louise s'attellent à une des conditions prévues par le legs, c'est-à-dire la préparation d'un catalogue qui doit accompagner l'accrochage, catalogue qui, malgré des années de labeur, ne verra jamais le jour et qui n'existe toujours pas. Voilà pour véritablement la salle Maignan-La Rivière des années 30. Malheureusement, la collection Maignan, le pavillon Maignan, en fait, a une durée de vie très brève dans l'histoire du musée de Picardie. Et à vrai dire, c'est assez logique. Là, je vous cite encore une fois rapidement un article de Rose en 1929 dans le Bulletin des musées de France qui nous explique que la salle vient d'ouvrir et surtout que il nous faut aussi être très reconnaissant à Madame Albert Maignan d'avoir bien voulu déposer dès maintenant au musée d'Amiens toutes ces richesses dont elle avait, par le testament de son mari, la jouissance sa vie durant et qui seront pour notre musée un attrait singulier, même à côté de toutes celles qu'il contenait déjà. Donc là, il a tout dit. En vérité, la collection Maignan vit à côté du musée de Picardie, mais pas dans le musée de Picardie. C'est vraiment deux choses différentes, regroupées sur une même parcelle, mais qui s'entendent de manière en fait totalement dissociée. Donc même si durant les années 30 la salle Maignan est fréquemment visitée, qu'on complimente abondamment Rose sur son accrochage, aucun lien n'est recherché entre cet espace et les espaces du musée de Picardie. Et alors encore une fois, là pour le coup le sort s'acharne. L'approche de la déclaration de la guerre met un coup d'arrêt, la déclaration de la guerre met un coup d'arrêt définitif au rêve devenu réalité d'édifier ce sanctuaire Albert Maignan. Comme durant le précédent conflit, les œuvres sont naturellement mises à l'abri, loin d'Amiens. La collection Maignan, comme le reste des collections, est évacuée relativement tard, car elle est évacuée déjà en ensemble pour ne pas la disperser. Et surtout que Louise Maignan fait de la résistance, comme elle est encore, entre guillemets, comme elle est encore usufruitière, elle a son mot à dire naturellement sur l'évacuation de la collection. Et ce n'est qu'en 1942 qu'elle accepte enfin que la ville d'Amiens mette la collection à l'abri. Et on voit qu'elle en fait, elle refuse de voir détruit le fruit de tant d'années de labeur. Et après 13 ans d'existence, surtout, elle a très peur que son rêve s'arrête là. Et elle le dit d'ailleurs dans une lettre qu'elle adresse au maire d'Amiens. Elle écrit « J'allais là-bas, très attristée, inquiète, voulant revoir encore ces salles, ces collections dont la création a tenu une si grande place dans notre vie, et que je savais devoir bientôt être enlevées de leur cadre actuel et transportées au loin pour peut-être bien longtemps. » Donc en fait, c'est un peu psychologisant, mais malgré tout, on a vraiment l'impression que l'attachement de Louise Larivière à son époux, c'est muet, c'est un attachement particulier pour ce lieu qu'elle ne veut pas voir disparaître. Et elle accepte finalement, malgré tout, après un rendez-vous avec le maire d'Amiens, que les collections soient mises à l'abri. Et elle lui explique « Grâce à la visite que j'ai eu l'honneur de vous faire et l'aimable accueil avec lequel vous avez écouté ma demande, je suis revenue confiante dans l'avenir et rassurée. Votre promesse me suffit et je suis certaine que mon vœu sera plus tard réalisé et que les salles Maignan-La-Rivière revivront, seront réinstallées avec leur aspect actuel, leur atmosphère, leur ambiance qui a été si appréciée par tous nos amis artistes qui y retrouvaient le souvenir vivant de celui qui n'était plus. L'accent de sincérité absolue de votre parole m'a touché, ému, monsieur le maire, et j'ai tenu à vous le dire et à vous en remercier. » Donc l'évacuation est supervisée par Rose et par Robert Richard, que nous verrons à l'œuvre dans quelques instants, qui était alors conservateur à Abbeville, et l'ensemble est évacué en mai 1942 dans la Mayenne. Conjointement, Louise Maignan accepte d'abandonner l'usufruit des œuvres qu'elle a déposées, mais elle précise, pour assurer ses arrières, dans l'acte qui consacre cet abandon, primo, si, du fait des événements ou de toute autre cause, les objets, meubles et tableaux composant la collection Albert Maignan doivent être déménagés ou évacués, ils devront être ultérieurement, et dès que les circonstances le permettront, réinstallés dans les mêmes salles et dans l'exacte disposition où ils sont actuellement.
Secondo, cette réinstallation devra être faite par les soins de Monsieur Rose, actuel conservateur du musée, même s'il n'exerce plus alors ses fonctions, la ville d'Amiens devant, dans ce dernier cas, lui régler les frais et honoraires qui lui seront dus de ce chef. Donc on voit quand même que c'est assez étrange comme proposition, et qu'en fait la figure de Rose est centrale dans toute cette histoire. Et d'ailleurs, la salle Maignan ne lui survit pas, parce que dès le retour des œuvres, bon là c'est purement illustratif, mais on voit le pavillon Maignan à l'arrière. Dès le retour des œuvres, après l'armistice, le sort de la collection Maignan prend un tour tout à fait contraire aux volontés de Louise. La tâche, encore une fois, évidemment, est immense pour le musée de Picardie, et la salle Maignan ne fait pas du tout partie des priorités de Robert Richard, qui a été nommé conservateur du musée depuis 1943 et qui a la charge de réinstaller les collections. Donc la ville d'Amiens veut rouvrir son musée dans les meilleurs délais, et en 1947, c'est chose faite. Mais la salle Maignan-la-Rivière n'est ouverte que 2 ans plus tard, en 1949. Elle est inaugurée à nouveau, cette fois en présence de Gaston Guédy, exécuteur testamentaire et élève de Maignan, car Louise Maignan elle-même est morte en 1947. Et donc, elle, comme elle le craignait, elle ne revoit jamais, après 1942, la salle Maignan qui a occupé de si longues années de sa vie. Et pour vous donner une idée de à quel point Robert Richard traînait des pieds, les salles latérales dans lesquelles est installée l'archéologie, notamment, ne sont achevées qu'en 1968. Alors c'est quand même assez terrible. Et le pavillon n'est électrifié que dans les années 70. Donc vraiment, voilà, c'est pas sa priorité, loin de là. Et en fait, on le comprend bien quand on voit l'œuvre sans commune mesure de Robert Richard au musée de Picardie, qui a profondément et sciemment modifié l'aspect de cette salle et de l'ensemble du musée. D'une certaine manière, et pour faire simple et un peu caricatural, il veut vraiment faire table rase de l'héritage du 19e et surtout de la muséographie ancienne. Donc là, je vous montre le premier étage, Robert Richard au musée de Picardie, donc neutre, blanc, assez froid. Évidemment, tout l'inverse du musée du 19e et du musée futur que vous pourrez redécouvrir l'an prochain. Et donc évidemment, vous imaginez bien que la salle Maignan-la-Rivière ne correspond pas du tout à ses goûts et à ce musée nouveau et moderne des années 50. Par ailleurs, il change une partie de la vocation des espaces. Donc là, je vous montre à gauche une vue de la chapelle devenue salle de conférence. Et à droite, je doute que vous puissiez le reconnaître, c'est le grand salon qui expose une exposition Manessier. On voit Alfred Manessier à côté de Robert Richard. Donc on voit que des grandes tentures ont été disposées devant les décors du grand salon pour surtout en masquer l'aspect 19e. Et donc cette vision, en rupture totale avec l'héritage muséographique ancien, se traduit par une volonté de fondre aussi les différentes collections pour unifier la collection du musée de Picardie en un parcours unique. Donc Richard obtient des ayants droit de Lavalard l'autorisation de mêler la collection Lavalard au reste des collections de peinture. Mais en revanche, comme on a pu le voir, pour la collection Maignan, il n'en est absolument pas question. Louise Maignan l'a répété, écrit et martelé. Et donc Richard, en fait, fait le minimum syndical pour recréer la salle Maignan voilà, à côté du musée de Picardie. S'ajoute à cela, pour son malheur, l'arrivée massive du reste de la collection Maignan en 1947 qu'il doit gérer et qui, pour une partie, file en réserve. Donc le résultat que je vous montre ici est assez discutable. Là, c'est une des salles latérales du pavillon Maignan, voilà, esthétique Robert Richard. Et en fait, jusqu'à la fin des années 70, ne survit qu'une salle Maignan croupion, si vous me passez l'expression, amputée de tout ce qui faisait son charme et son intérêt muséographique. Je vous montre ici encore une fois, voilà, des vitrines en formica très allégées, pour ne pas dire squelettiques, qui remplacent le foisonnement des années 30. Le décor néo-grec qui ornait notamment la voûte est badigeonné, comme le reste de tous les décors du musée de Picardie, et la majeure partie des œuvres part en réserve. À la fin des années 70, la salle devient une salle de conférence, voilà, décorée des œuvres de la donation Maignan, et elle est ensuite définitivement fermée, devenant tour à tour, alors voilà, cette image est quand même assez terrible, le fantôme des œuvres de la collection Maignan sur la toile de jute des vitrines Richard. Donc elle est fermée, elle devient tour à tour réserve, atelier provisoire de restauration au moment où on restaure la collection avant de la disséminer dans les différents espaces du musée, et enfin atelier de menuiserie jusqu'à la fermeture du musée en 2017.
Alors, lors des rénovations du sous-sol et pour en faire le nouveau département d'archéologie et du rez-de-chaussée pour en faire le nouveau département médiéval, la collection Maignan est cette fois totalement éparpillée. Elle est mêlée au reste des collections. Donc là, 2 exemples simplement. Vous voyez le petit cavalier qui est au premier plan sur la photo de gauche, qu'on retrouve sur une vue ancienne d'une vitrine, et puis en bas d'autres œuvres de la collection Maignan, qui intègrent donc les collections générales du musée de Picardie. Donc en fait, le rêve de Robert Richard est réalisé après sa propre mort. Et surtout, les conditions du legs Maignan sont absolument plus du tout respectées. Elles ne l'étaient déjà plus tellement depuis la réouverture de la salle après-guerre, mais là, elles sont totalement mises de côté. Donc, nous en étions là quand, effectivement, Laure Dallon et moi avons pris la situation du musée de Picardie en main, et nous souhaitons redonner une place à la collection Maignan en tant que telle, parce que depuis lors, hormis à une mention d'historique sur les cartels, le nom de Maignan avait totalement disparu des murs du musée de Picardie, ce qui était quand même, d'après nous, très fâcheux. Et même si le pavillon Maignan est lourdement transformé, parce qu'il deviendra l'accueil du musée, je ne vais pas m'étendre sur la question, on voudrait et on va dédier un espace à la collection Maignan en tant que telle, en tant qu'en fait objet de muséographie, au sein du parcours des peintures. Donc là, je vous montre le parcours des peintures tel qu'il va se déployer au premier étage du musée. Et vous voyez en haut à gauche, je ne sais pas si voilà, dans cet espace-là, on consacrera voilà, un véritable espace à la collection Maignan et à son lien avec le musée de Picardie. Donc on voudrait assez rapidement, mais malgré tout, y évoquer le collectionneur, l'artiste, le généreux bienfaiteur du musée et les liens qui ont fait qu'il s'est rapproché d'Amiens. Donc ces 4 espaces distincts, là je vous les remontre rapidement, abriteront notamment une évocation du collectionneur. Donc ça sera aussi l'occasion de faire sortir de réserve quantité d'œuvres qui ne sont plus visibles depuis parfois 1942. Voilà, je vous en montre certaines là en guise d'illustration. On accrochera à nouveau dans cet espace le carpo qui quittera le grand salon pour monter au premier étage, pour évoquer cette fois la salle Maignan-la-Rivière, que les gens traverseront du coup pour entrer dans le musée, mais dont l'histoire ne sera qu'à peine évoquée ou pas du tout évoquée en bas, et donc du coup on se réservera cette évocation plus large à partir notamment des photographies en haut. On présente là voilà, une image de la mort de Carpo. Et on présentera également une partie du fonds d'atelier dans cet espace, parce que le fonds d'atelier fait partie du legs, et d'ailleurs on a numériquement la majeure partie. Il est richissime, et là notamment je vous montre quelques études et esquisses pour ce célèbre tableau, donc avec un accrochage renouvelé fréquemment, on mettra en valeur le fonds d'atelier, et enfin on pourra, au moyen soit d'objets évocateurs de l'atelier, de la personnalité d'Albert Maignan, soit à partir du fonds documentaire qui lui aussi est richissime, parce qu'en fait le legs s'accompagne de quantités d'archives photographiques et papier concernant la vie des Maignan et aussi cette collection. Donc là, de manière assez amusante, je vous montre cette petite communiante à côté d'une des œuvres emblématiques de la collection Maignan actuellement présentée dans les salles médiévales. D'autres photographies, alors celle-là un peu étrange mais amusante, où un des élèves de Maignan se déguise en pénitent espagnol et joue avec une des croix d'orfèvrerie conservées également et présentées également dans les collections médiévales. On mettra aussi à l'honneur la personnalité étrange la personnalité riche et complexe d'Albert Maignan, qu'on voit ici tenant lui-même l'appareil photo. Donc voilà, toutes ces choses permettront d'évoquer largement la vie de la collection Maignan comme objet muséographique en tant que tel, et le goût des collectionneurs du XIXe siècle, pour que, on l'espère, aucun visiteur qui aura visité le musée de Picardie ne puisse ensuite ignorer le nom d'Albert Maignan, comme c'était quand même une des volontés à l'origine de ce legs. Et en guise de conclusion, on peut dire qu'à l'instar de Bonaparte, le musée de Picardie pourra dire que du musée Napoléon à Robert Richard, nous assumerons tout à l'avenir. Et voilà, je vous remercie.